TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Bac 1 au Togo dès ce lundi, c'est la première partie d'un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires. Ils sont sereins, les candidats que nous avons rencontrés à quelques heures du début des épreuves. On le verra dans ce journal. Le phénomène des influenceurs numériques nous intéresse ce soir. Si cela participe au marketing des produits et de services, il révèle aussi des travers pas toujours appréciés du public. Comment cela se vit sous nos cieux? Nous en parlerons dans cette édition. Et également, blifant ou maïs frais au menu de ce journal. Ce sont les premières récoltes. Nous aimons en consommer et cela fait bien les affaires des petits commerces d'occasion. D'abord, huitième de finale de l'UEFA Euro 2020, le Portugal a vu rouge ce soir face au diable belge à Séville en Espagne. Hazard a marqué à la 42e minute l'unique but de la rencontre, derrière lequel aura couru jusqu'à la fin Cristiano Ronaldo et les siens. C'est la Belgique donc qui gagne son ticket pour les quarts de finale de cette compétition européenne. Écho de la cour d'assises de Kara, vendredi dernier, elle a prononcé une condamnation de 40 ans de prison ferme dans une affaire de violence volontaire et d'homicide datant de mai 2012 dans la préfecture de Doufelgou. Le déroulé de l'audience et l'exposé des faits avec Nestor Mozo. L'accusé à la barre, né en 1965, répond au nom et au prénom de Bakpada Masoumatate Paul. Il est inculpé de violence volontaire et d'homicide. Wanora Ablavi et son mari Mati Daouda étaient le 26 mai 2012 dans leur case en construction, sans porte ni fenêtre, à Kwadebe, un village de Doufelgou. Vers 3 h du matin, la dame fut réveillée par des bruits des pas d'un homme dans la cour de la maison. Le temps de prévenir son mari qui dormait encore, l'homme fit irruption sur eux et se mit à leur donner des coups de machette. Wanora Ablavi a pu s'échapper, mais son mari Mati Daouda a perdu la vie dans cette barbarie. Bakpada Paul a pris la fuite après son crime. Il a été retrouvé le lendemain à Kouméa et remis à la disposition de la gendarmerie par les habitants qui le suspectaient d'être l'auteur du crime dans le village de Kwadebe. Aujourd'hui, il répond de ses actes. Le procureur de la République a requis une peine de 40 ans de réclusion criminelle. J'ai lu un passage du chef canton de Sioux que l'accusé allait voir pour dire que la victime était sorcière. Le chef canton a dit que la sorcellerie, c'est une affaire complexe. Elle est très complexe et il a mis en garde l'accusé de ne rien faire. Ça veut dire que le chef canton savait que, en ce moment-là, le terrain sur lequel il est allé, le terrain était glissant et qu'il fallait prendre des mesures pour pouvoir régler ça de façon pacifique. Mais c'est la même nuit-là que lui-même il est allé se rendre justice. Donc on ne peut pas permettre des trucs comme ça. Se fondant sur l'expertise médicale qui a établi que l'accusé a une personnalité paranoïaque, la défense a plaidé pour son internement dans un centre psychiatrique. En termes de paranoïa, voilà ce qu'on nous dit dans le dictionnaire médical. Le paranoïaque n'est pas accessible au raisonnement et convaincu de la véracité de ses interprétations. Il pense qu'une menace place sur lui et interprète les nombreux signes comme en étant la preuve. C'est ce que monsieur l'avocat général a interprété en arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce sont les symptômes de la pathologie dont souffre mon client. La détention n'est pas la thérapie pour lui. C'est pour ça, même si vous le mettez 20 ans, 50 ans, il sera exactement comme vous l'avez vu. Il risque de nous identifier, vous et moi, comme ces nouveaux persécuteurs. Après délibération, la Cour a suivi l'avis du procureur de la République. Bakpada Masoumatate Paul a écopé d'une peine d'emprisonnement de 40 ans.
Les aspirants au baccalauréat l'année prochaine affrontent cette année les épreuves probatoires d'un examen sur 2 ans qui sanctionne leurs études secondaires. Ils composent dès ce lundi donc sur tout le territoire. Dans quel état d'esprit sont-ils, candidats et encadreurs, là, dans ce virage décisif de l'année scolaire? Nous vous proposons de regarder dans ce sujet de Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Aziagbe. Dernier réglage avant l'ultime appel des candidats au bac 1. Dans ce centre d'écrit, tout est fait prêt pour le démarrage effectif des épreuves écrites. Et pour certains candidats, un dernier coup de craie, cela peut être encore utile. Les minutes s'égrènent, les heures passent et les candidats que nous avons croisés sont visiblement sereins et confiants. Je suis prête pour affronter l'examen, compte avoir une mention bien. Je me suis battu jour comme nuit pour réviser mes cours. J'ai bien appris. Et je pense qu'à la fin, je puisse avoir une mention très bien. Je me suis bien préparée, j'ai révisé mes cours et je n'ai pas peur. Ce que j'aurais à dire à mes camarades qui passeront le même examen, c'est que de ne pas avoir peur, réviser tout ce qui est dans le cahier et en entendant que l'épreuve vienne, on ne doit pas être pressé avant de traiter les épreuves. L'examen se prévoit dès le premier jour de la rentrée. Et dès maintenant, nous croyons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous attendons l'examen. Pour le proviseur du lycée d'enseignement général d'Agoué Centre, toutes les dispositions sont prises, surtout à l'heure du Covid-19, pour la bonne marche de l'examen du bac 1. Nous avons procédé d'abord à la mise au propre de l'enceinte et la mise au propre des salles de classe et la numérotation des tables bancs. Donc, les cours se sont déroulés normalement. Il n'y a pas eu de perturbation à notre niveau. Les enfants se sont adaptés aux mesures barrières qu'on leur a demandé de respecter le lavage des mains, le port des bavettes et à chaque fois, nous veillons à ce qu'ils respectent également la distanciation. Pour l'examen, nous avons revu nos dispositifs de lavage de mains. Nous avons encore acheté d'autres seaux pour satisfaire toutes les salles, parce qu'on devrait avoir des dispositifs devant chaque salle ou un devant 2 salles. Donc nous avons veillé à ce que tout cela soit fait. L'examen du bac 1 au Togo ouvre les portes de la classe de terminale à tous les candidats qui réussiront à tirer leur épingle du jeu. Et devant l'enjeu, la maîtrise de l'adrénaline reste un conseil utile pour chaque candidat. Bonne chance donc à tous ces candidats. Alors on en rencontrera sans doute des filles avec leur grossesse encore chanceuse que cet égarement ne donne pas un coup d'arrêt à leur scolarité. Donc lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire, une approche multisectorielle gagnante expérimentée par la TEF va être élargie sur tout le territoire. L'association togolaise pour le bien-être familial a initié à Atakpamé une rencontre pour réfléchir sur les stratégies possibles. On fait le point avec Silver Aboudjou. Elles sont des tout petits, c'est-à-dire des jeunes filles de moins de 18 ans et déjà elles portent des grossesses au moment où elles sont encore sur les bancs d'études. Le phénomène est bel et bien réel et remarquable aujourd'hui dans les établissements puisque l'effectif des grossesses précoces de ces jeunes filles est alarmant. Un phénomène qui constitue non seulement un frein à leur étude, mais aussi un véritable obstacle pour ces apprenants. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène phare, ces grossesses en milieu scolaire, où avec ces grossesses-là, la capacité ou le potentiel des filles est réduit. Elles n'arrivent plus à continuer leurs études, elles arrêtent en cours de chemin. Donc nous nous sommes dit que ce serait bien qu'on puisse rassembler les acteurs qui interviennent dans cette thématique-là pour une lutte commune et pour pouvoir aider nos jeunes sœurs à pouvoir continuer leurs études. Et ce sont ces acteurs qui sont ici à Tapamé, notamment ceux de la justice, de la sécurité et de l'éducation, pour réfléchir sur des stratégies de lutte communes destinées à réduire la prévalence des grossesses précoces. Et ceci à travers l'application dans les établissements de l'approche multisectorielle de prévention, une approche expérimentée dans certains établissements et qui aujourd'hui a connu une réussite. En 2017-2018,
nous avions jusqu'à 18 cas de grossesse à Mouepé, à Képé. Le CEG, vous pouvez aller vérifier. Par cette approche, cette année, nous sommes à 2. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas à 0, mais l'approche a produit des résultats. Quand vous prenez Nadoba, nous étions à 8 grossesses en 2017. Cette année, nous sommes à 3. Ça voudrait dire que l'approche multisectorielle que nous avons mise en place avec l'appui des différents acteurs est en train de porter du fruit. C'est pourquoi même nous voulons porter ce projet à l'échelle de 50 communes au Togo. Il s'agit donc pour la TBF, Association togolaise pour le bien-être familial, qui accompagne le gouvernement dans cette lutte de renforcer cette approche, l'élargir dans plusieurs communes afin de mieux couper le mal à la racine et espérer d'ici 3 ans aller vers la prévalence zéro des grossesses précoces en milieu scolaire. L'autre aspect, c'est de parvenir également à punir les auteurs de cet acte pour dissuader les autres de le faire. On va se rendre dans la région des Savanes. Là, les élus locaux des différentes communes de la préfecture de Thônes sont à l'école des techniques de mobilisation de ressources fiscales, des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de développement. C'est l'Office togolais des recettes qui en est l'initiateur. Reportage Gérard Lagoudjou. L'Office togolais des recettes, OTR, forme les élus locaux pour une meilleure implication dans la mobilisation des taxes et impôts chez les contribuables de la préfecture de Thônes. C'est un projet initié par l'Office togolais des recettes pour échanger avec les élus locaux sur tout le mécanisme de collecte des impôts locaux. Nous avons appelé de tous nos voeux la décentralisation, c'est chose faite aujourd'hui, et les communes ont besoin de ressources pour travailler. Et à part la fiscalité locale, il y a aussi des taxes communales, d'accord, que ces collectivités locales doivent collecter pour mettre en œuvre leur programme de développement. Il y a d'autres ressources qui meublent également les budgets des collectivités locales, qui peuvent être par exemple des subventions de l'État central, également les sources provenant des partenariats que ces collectivités locales peuvent nouer avec d'autres entités. À l'issue des différentes communications, les participants venus des 4 communes de la préfecture de Thônes sont désormais outillés sur les fondamentaux des impôts locaux et les méthodes de sensibilisation au civisme fiscal à adopter sur le terrain. Nous avons passé beaucoup de temps aussi à poser des questions sur tout ce qui nous préoccupait. C'est à nous vraiment d'aller vers les contribuables. Nous voulions bien le faire par le passé, mais nous manquions vraiment de moyens techniques et c'est ce que nous venons d'avoir aujourd'hui. Cette formation nous permettra désormais de connaître les différents types de taxes, de savoir les taxes que l'OTR perçoit et les taxes que les communes sont censées aussi percevoir. Cette formation a principalement ciblé les élus locaux, maires, agents au maire et conseillers municipaux, puis les comptables des mairies. Au total, 1644 participants sont concernés sur toute l'étendue du territoire national. Nous restons dans les Savanes. À côté des municipalités, de bonne volonté également savent mobiliser les moyens pour des ouvrages au profit des populations. Dans la préfecture de Loti, à Faré précisément, un cadre du milieu appuyé par la Loterie nationale togolaise offre un point de forage d'eau potable aux populations. Quand on connaît le crucial problème d'accès à l'eau potable dans la zone, on comprend facilement l'émotion des bénéficiaires. Avant cela, avec toujours Gérard Lagoudjou. De l'eau potable jaillit désormais dans le village de Faré, dans la commune de Loti 1. Fini donc les difficultés liées à l'accès à cette denrée très indispensable pour la vie. Un natif du milieu a mis le cœur à l'ouvrage pour appuyer le gouvernement togolais dans ses multiples efforts au profit des populations, notamment celles en milieu rural. L'eau que nos parents buvaient ici, ce n'était pas de l'eau potable et le village a eu depuis fort longtemps des problèmes. Je tiens sincèrement à rendre un très grand hommage au chef de l'État pour ses efforts, les efforts qu'il consent pour atteindre les milieux reculés. Nous tenons vraiment à dire un grand merci à la Lonato et à son directeur général. Les travaux ont coûté au total 9 millions de francs CFA financés par la Loterie nationale togolaise Lonato.
Un rêve qui est devenu une réalité dans la vie du canton de Faré. Avant, il n'y avait pas l'eau propre. À la grâce du président de la République, donc M. Faure, aujourd'hui on a l'eau potable à Faré. On a actuellement l'eau propre, mais ce n'est pas fini, on continue pas à lui demander encore. Ce forage fait 70 mètres et avec un débit de 2,400 mètres cubes. Bon, ça veut dire déjà que une grande partie de Faré peut s'en servir sans qu'on ne s'inquiète. Et il y a aussi quelques bonnes fontaines que nous avons installées afin de rapprocher ça des communautés ou bien de la population. Les CVD et CDQ ont été appelés à mettre sur pied un comité de gestion pour le bon fonctionnement de l'ouvrage mis à leur disposition. Et déjà, d'autres projets du gouvernement sont en cours de réalisation pour le bien-être de toute la population de Loti. Il s'agit notamment de la construction de nouveaux forages, centres médico-sociaux, pistes rurales et bâtiments scolaires pour renforcer adéquatement les infrastructures de base. C'est un homme de Faré qui m'a dit C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur avec les réseaux sociaux. Le phénomène dit des influenceurs numériques. Un business rentable, mais un environnement pas toujours sain. Comment cela se vit-il sous nos cieux? Voyons cela avec Marie-Chantal Bobo, Timothée Aïssim et Gerson Deveau. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux. Ils font du boom sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp et j'en passe. Ces blogueurs, dits influenceurs, fourmillent sur la toile jusqu'à vous faire des propositions alléchantes sur des produits divers et variés. Un influenceur, c'est quelqu'un qui, disons, de par sa présence sur les réseaux sociaux, agit sur l'opinion, draine du monde autour d'une cause ou amène à la consommation d'un produit. Mais les vrais influenceurs, les grands influenceurs, c'est des gens qui drainent du monde, qui ont des milliers de followers et qui adhèrent à leur cause. Et généralement, c'est beaucoup plus pour des actions positives. Bien sûr, ils en tirent grand profit, ces influenceurs. À l'inverse, il y a cette autre catégorie d'influenceurs, stars, artistes, humoristes, avec des posts likés par nombre de fans. Surfant sur la vague, ces influenceurs se laissent parfois aller au dérapage, aux insultes, voire aux attaques personnelles, auréolés de leur petit succès du moment. Un phénomène malheureusement déploré ces dernières années. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui viennent mentir pour parler des choses bizarres qui n'est pas très bon. Les choses qui sont importantes, c'est de ça qu'on parle sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que le problème de WhatsApp, ça fait que beaucoup de gens font des désordres sur Internet comme WhatsApp. Donc, je voulais que, si on pouvait corriger un peu ça, c'est du n'importe quoi. Les réseaux sociaux n'est pas fait pour insulter les gens. Les réseaux sociaux sont faits pour faire les affaires, pour faire les business et pour saluer des soeurs, les parents et les amis aussi. Mais pour insulter les gens, c'est pas bon. Un smartphone, une vidéo postée depuis chez lui, le prétendu influenceur se croit tout permis, une liberté qui vite se transforme en libertinage, ce qui laisse percevoir au sein de la population un sentiment de mal-être, un déficit d'éducation. Et c'est là où se pose un sérieux problème, parce que cela constitue, cette façon de faire, pour moi, constitue un danger si on ne prend garde ces personnes-là qui allument la caméra de leur téléphone pour faire des directs sur Facebook, et qui débitent des énormités à longueur de journée, et ce qui n'apporte rien, disons, à la population. Attention donc à tout ce qui se dit sur Internet. Bien cerner le profil d'influenceur peut bien aider à ne pas tomber dans des délits d'opinion. Quand on prend le code pénal en vigueur au Togo, il y a des dispositions qui sont prévues pour l'atteinte à l'honneur, qui sont prévues pour la diffamation, qui sont prévues contre l'application de fausses informations. Et tous ceux qui allument leur caméra et qui débitent des énormités à longueur de journée et qui s'attaquent à d'autres personnes doivent s'attendre à être interpellés et doivent s'attendre à recevoir des plaintes. Post, selfie, oui, mais une fois dans le domaine public, sachons-le, ça peut bien faire des étincelles. Bon entendeur, salut donc. Et un tour à l'international, au Burkina Faso, la gestion du terrorisme s'invite
dans les préparatifs du dialogue politique qui doit reprendre début juillet. Précision dans ce sujet de Africa 24. Au Burkina Faso, l'opposition suspend sa participation au dialogue politique qui devrait reprendre le 3 juillet 2021. Une manière pour ces partis de l'opposition de protester contre l'incapacité du gouvernement de venir à bout du terrorisme. Les attaques se multiplient avec son lot de morts et de déplacés. Plus de 5 ans après les premières attaques contre le pays, aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon, estime l'opposition. La priorité des Burkinabés aujourd'hui, c'est la sécurité. Or, le gouvernement a fait preuve d'incapacité à rassurer les Burkinabés. Nous avons perdu plus du tiers de notre territoire. Voilà pourquoi nous exigeons le départ du Premier ministre et le départ du ministre de la Défense. Pour le porte-parole du parti au pouvoir, Bindi Waba, ce n'est pas à l'opposition d'organiser le gouvernement en demandant la démission de certains ministres, ajoutant que des opérations de sécurisation du territoire sont en cours, contrairement aux accusations de l'opposition. Le dialogue politique donc c'est ouvert sur des questions électorales, sur des questions de réforme, mais aussi sur des questions de sécurité. Mais qu'après l'ouverture donc de ce dialogue politique, on a vu une sorte de continuité donc de ces massacres-là au Burkina Faso, notamment avec la mort de plus d'une dizaine donc de policiers sur l'axe suivi par Salo. Il y a eu, on va dire, une sorte de révolte au niveau national parce que les gens ne comprennent pas que cette tuerie-là continue sans qu'il y ait une mesure politique véritable de la part de l'exécutif en place. On va dire que en même temps, l'opposition est dans son droit, mais elle essaie de chercher encore donc sur la colère populaire parce que au Burkina aujourd'hui, il est évident que tout le monde est content de cette tuerie-là et en même temps, il n'y a pas de sanction de la part du gouvernement. L'opposition a annoncé dans les jours à venir une série de manifestations pacifiques et silencieuses sur toute l'étendue du territoire pour protester contre la dégradation de la sécurité et rendre hommage aux victimes des attaques terroristes. Le retard de pluie ne semble pas affecter notre traditionnelle consommation de maïs frais en cette période de l'année. Le blifant, mieux apprécié quand il est du jour, grillé, bouilli. Coup d'œil sur un commerce intéressant pour la bourse et délicieux pour le palais. Immaculée Baoué, Sandra Aziagbe. Les bonnes femmes attroupées autour de ce taxi chargé cherchent à faire leur business saisonnier. Du maïs frais, cela se vend ici tous les jours à Agueraï. Kokou, conducteur et grossiste de maïs, est l'un des promoteurs de ce business. En mai, juin, nous ramenons les premières récoltes de maïs d'Aguelouvé, Notien à Tapamé. Avant, cette activité était rentable. Pour une décharge de maïs frais chez ces bonnes dames, on gagnait déjà au moins 20 000 francs. Cette fois, c'est difficile. Pour un voyage de maïs frais à 40 000 francs, toute tasse comprise, on gagne difficilement 10 000 francs. C'est dur. Elles sont nombreuses, ces revendeuses de première récolte de maïs. Au rendez-vous ce jour, Tata Afi vient d'en acheter pour son petit commerce. Je suis une revendeuse de maïs frais, grillé et préparé. Ce demi-sac m'a déjà coûté 5 000 francs. 4 grands ou 5 moyens épis de maïs frais nous coûtent 200 francs. Dans les années précédentes, les 4 ou 5 épis de maïs nous coûtaient 100 francs. Et si on achetait à un prix les maïs frais, on gagnait la même somme. Cette année, les données ont changé. Le maïs même coûte. Le charbon, le déplacement, tout est problème. Et difficilement je gagnerai 2 000 francs sur cet achat de 5 000 francs. Moi, j'achète ces maïs frais à 1 500 francs au plus par jour. Ce n'est plus bénéfique comme avant car tout est cher. Maïs grillé ou préparé, tant de Togolais en régal. Comme d'habitude, j'achète le maïs. Néanmoins 2, puis 3. Et des fois, ça varie 75, 100 francs comme ça. Des fois, j'approvisionne ça pour la famille, certains pour moi aussi pour les amis. Pour l'approvisionnement de famille, je peux dépenser néanmoins 350 des fois pour la famille. Et pour les amis, si les amis viennent, on peut dépenser néanmoins 400 bien 500 comme ça. En fait, le maïs, c'est un moyen pour lutter contre la famine chez nous, les Africains. Les maïs frais, j'aime beaucoup. Le maïs est l'un des céréales aimés par bon nombre de Togolais.
Il intervient dans beaucoup d'aliments de base, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et pour continuer par en consommer de ce maïs et redresser donc la tendance pour que le business soit plus juteux, nous devrons tous nous engager à protéger l'environnement. C'est ainsi que l'association Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité, a mené une action de reboisement ce samedi sur le champ de tir à Agoué. Une action civilo-militaire dont nous parlent Rachel Douassimé, Magloire Akoué et Dodo Waré. Civils et militaires ensemble pour faire du Togo un pays vert. 1550 jeunes plants de Kaya sénégalais 6, c'est ce qu'ils ont mis en terre pour accompagner la politique de restauration du couvert végétal. L'opération de reboisement a mobilisé les forces de défense et de sécurité et l'association Jeunes sans frontières pour le développement du Togo. Le mouvement s'est retrouvé dans le cadre d'une activité civilo-militaire pour appuyer le ministère des Armées dans le reboisement du site du champ de tir d'Agoué niveau 1, non seulement en soutien à la politique de reboisement lancée par le chef de l'État Faure Essozomna Gnassingbé, qui vise à atteindre 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Cette activité vise également à soutenir les forces de défense et de sécurité qui luttent jour et nuit pour préserver l'intégrité nationale, la paix et la quiétude des Togolais. Depuis 2 ans, les Jeunes sans frontières pour le développement du Togo accompagnent les actions du gouvernement dans divers domaines. Nous avons eu à mener des actions transversales dans de nombreux domaines environnementaux, sanitaires, sportifs et surtout politiques, tout en ayant toujours comme ligne directrice notre soutien indéfectible à la politique de développement du chef de l'État, Faure Essozomna Gnassingbé. Le mouvement G7DT en appelle à tous les jeunes, même dans les hameaux les plus reculés, sur toute l'étendue du territoire, à nous rejoindre pour qu'on travaille ensemble, main dans la main. L'initiative renforce les liens civilo-militaires et vient en appui à la politique environnementale du Togo. Les Jeunes sans frontières du Togo sont également engagés dans la promotion des valeurs citoyennes, patriotiques et la paix, gage de tout développement. Dans la suite de ce journal parlant toujours environnement et salubrité, il vous souvient, nous avons diffusé un sujet sur le 4e lac, 3 ans après. Un 4e lac qui était devenu une zone poubelle qui a perdu tout son éclat du fait de toutes sortes d'ordures qui flottaient sur l'eau. Après donc diffusion de ce reportage, eh bien, une opération grandeur nature de salubrité publique a été organisée. Les ordures débarrassées, les abords du lac remis au propre, comme vous le voyez sur ces images. L'eau de la lagune reprend sa couleur initiale, l'atmosphère de nouveau est vivable, avec des camions de pompage en pleine opération, de quoi déjà vous faire passer de bons moments à l'ombre de ces cocotiers-là. L'écrivain guinéen Daouda Bangoura a entrepris en début d'année une tournée internationale. C'est pour mieux faire connaître son livre intitulé « Du village au palais ». C'est un roman qui retrace les réalités d'Afrique. L'auteur était vendredi dernier à Lomé au club littéraire où il a présenté donc son œuvre au public togolais. Voyons cela avec Carmen Madji Akako. Du village au palais, une œuvre qui donne espoir à la jeunesse africaine. Dans ce roman, l'auteur Daouda Bangoura démontre que la détermination et l'abnégation sont incontournables dans le parcours d'un homme. Du village au palais retrace le chemin tortueux qui mène au triomphe d'un jeune homme nommé Dissengue. L'histoire d'abord parle d'un jeune qui est né d'une famille très modeste dans un village très reculé en Afrique. Et ce jeune a bravé toutes les péripéties de la vie pour réaliser son rêve. Et c'est pour dire qu'on peut partir de zéro pour devenir demain un héros. Du village au palais se veut un mélange de réalité et de fiction. Il embrasse plusieurs thématiques, notamment les pièges de l'amour, l'éducation, la trahison, les conflits d'héritage et l'immigration clandestine.
C'est un livre qui retrace les réalités de l'Afrique, un livre qui peint les faits factuels et actuels de nos différentes sociétés. Il retrace le parcours d'une jeunesse proactive, une jeunesse compétente, compétitive et sélective. Cette jeunesse qui se veut laborieuse et qui est prête à braver toutes les péripéties de la vie pour réaliser son rêve. J'ai écrit, c'est pour donner de l'espoir à cette jeunesse, pour démontrer à cette jeunesse qu'il est possible de naître, grandir, apprendre, entreprendre et réussir en Afrique. L'auteur du roman Du village au palais, Daouda Bangoura, est un jeune entrepreneur guinéen passionné par l'écriture. Juriste de formation, il est aujourd'hui consultant en marketing et communication digitale pour plusieurs sociétés en Guinée. Son premier roman, Du village au palais, a reçu plusieurs prix dans différentes villes africaines. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes, pour notre milieu de vie et pour notre BLIF, sachant que la sagesse de la Terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. Au revoir et très belle soirée.